messieurs, chers et chers collègues, la journée qui s'ouvre est consacrée aux 50 ans de recherche de l'histoire de l'Afrique menée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre de l'année jubilaire, donc de l'anniversaire des 50 ans de notre maison. Alors, il n'est guère besoin de rappeler l'intérêt que notre maison porte au continent africain. J'y reviendrai, mais très récemment encore, dans le cadre d'UNA Europa, notre université européenne, nous avons développé des relations particulières avec des universités africaines. J'y reviendrai. Il suffit, en tout cas pour l'instant, de dresser un bref décompte des doctorats honoris causa, par exemple, que Paris 1 a décerné à de prestigieuses personnalités africaines émanant de divers pays. L'énumération rapide permettra de montrer l'ampleur de cette volonté d'honorer des pays à travers leurs représentants. Le Sénégal, en 1977, avec M. Amadou Matar Mbow, ministre de l'Éducation, puis de la Culture au Sénégal, puis directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987, et actuellement âgé de 101 ans. Le Sénégal, de nouveau en 1989, lors de la remise d'un DHC à Abou Diouf, le président de la République du Sénégal. L'Afrique du Sud, en 1996, avec Nelson Mandela, président de la République d'Afrique du Sud et prix Nobel de la paix 93. L'Égypte, en 1997, lors de la remise d'un DHC également à Ibrahim Siata, vice-président et conseiller juridique à la Banque mondiale. La Tunisie, en 2015, lors de la remise d'un DHC à Béji Caïd Epsi, le président de la République de Tunisie. Et enfin le Ghana, en 1998, avec la remise d'un DHC à Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, puis bientôt à l'actuel président du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, qui recevra un doctorat honoris causa en octobre prochain. Paris 1, bien entendu, promeut aussi une politique active à l'égard de l'Afrique dans tous les secteurs de notre université, formation, recherche, bien entendu. Chaque année, des étudiants africains viennent étudier chez nous en licence, en master, en doctorat, dans toutes les disciplines de l'université. Toutes nationalités confondues, ils représentent la moitié de nos étudiants internationaux et il n'est pas aujourd'hui rare de rencontrer des alumni de Paris 1 dans la diplomatie de nombreux pays africains, par exemple. Par ailleurs, nous continuons de déployer et de développer de nouvelles formations dans le cadre d'accords, ou même parfois nous avons des instituts de formation délocalisés dans certains pays. C'est le cas par exemple au Caire avec l'IDAI ou la FESP qui, en droit, en sciences politiques et en économie, développe des formations de Paris 1 directement au Caire, donc dans le pays. Un travail est également engagé, je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est un travail de fond particulièrement intéressant dans le cadre de notre université européenne UNA Europa. Notre université européenne, qui regroupe 11 universités, y inclut Paris 1, a décidé de se projeter vers l'Afrique en construisant avec certaines universités africaines un réseau d'universités africaines qui collaboreraient directement avec le réseau européen pour eux, à la fois en formation, en recherche, aussi en vie étudiante, en échange également de personnel administratif également, pour développer une vraie articulation à l'échelle des continents, le continent européen, le continent africain, et c'est en cours de construction. Nous avons reçu différents recteurs d'universités africaines à Helsinki la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. Parallèlement et de façon convergente, Paris 1 a marqué son intérêt scientifique pour l'Afrique de façon fortement institutionnalisée par des programmes, des chaires, par le travail d'unités de recherche et surtout par des collègues qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd'hui sur ces sujets. Nous avons aussi beaucoup de collègues qui sont en ce moment même en mission en Afrique et qui travaillent dans le cadre, par exemple, de coopération avec d'autres institutions françaises, l'IRD notamment, dans les pays africains directement. Je ne dirai pas plus parce que je sais que François Chausson va évoquer ce sujet de façon beaucoup plus précise. Aujourd'hui, plus particulièrement, c'est la discipline historique qui fait l'objet d'une réunion de spécialistes qui vont explorer toutes les déclinaisons de nos partenariats avec l'Afrique. Éric Pem, l'auteur de l'ouvrage à vocation universaliste, l'Action internationale de Paris 1, qui est un ouvrage formidable et dont je vous conseille vivement la lecture, décrira la place de l'histoire de l'Afrique dans la coopération internationale de Paris 1.
Les autres contributions donneront toute la mesure de l'histoire des laboratoires, des thématiques de recherche, des aires géographiques aussi touchées par l'ensemble de ces enquêtes. Alors il faut espérer bien entendu que les organisateurs de cette journée fassent des émules et que dans d'autres domaines disciplinaires puisse être aussi décrite l'histoire de Paris 1 en Afrique, dans ses relations avec l'Afrique et aussi peut-être avec d'autres continents. Le beau programme de la journée donne déjà un tour concret à ce vœu, une application concrète qui appelle, je l'espère, et je le sais, des prolongements passionnants et pluridisciplinaires. Je vous remercie tous et toutes de votre présence et je vous souhaite une très belle journée d'études et de réflexion. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, dans le cadre des manifestations prenant place dans l'année jubilaire de Paris 1, un groupe d'historiens spécialistes de l'Afrique a porté un beau projet de recherche réflexive dont on va voir aujourd'hui l'aboutissement. Il faut très vivement remercier Pierre Boilet, Anne Hugon, Laetitia Chantré, qui est chargée de mission du projet Jubilé pour ce Jubilé de Paris 1 et qui le porte concrètement depuis juillet dernier. Il s'agit d'histoire aujourd'hui, comme Madame la Présidente l'a dit, mais il faut rester conscient que les branches disciplinaires de Paris 1 pourraient s'unir pour brosser l'apport de notre université à la connaissance du vaste continent ancien, moderne, contemporain, et on pourrait rêver d'une semaine de l'Afrique à Paris 1, enfin je commence à lancer des idées, qui pourraient unir vraiment toutes nos disciplines, parce que, comme Madame la Présidente l'a dit, les études sur l'Afrique sont multiples, les coopérations avec l'Afrique sont multiples. Le mot Europe désignait originellement un massif montagneux que les Grecs venus d'Asie mineure rencontraient en franchissant les détroits, nom qui a fini par désigner tout le continent. L'Asie était une région de l'ouest de la péninsule anatolienne, la province romaine d'Asie étant l'ancien royaume de Pergame. Et les gens de Smyrne ou d'Éphèse auraient été bien surpris que le terme d'Asie aille ensuite jusqu'à l'Oural ou au Japon, qu'ils ne connaissaient évidemment pas à l'époque. En grec, Libué, Libye, désigne la première côte africaine que les Grecs rencontraient, la Cyrénaïque actuelle, la partie orientale de la Libye contemporaine, non réactivée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a créé un nouvel État qui était géré avec la Crète. La capitale de la province de Crète et Cyrénaïque se trouvait à Gortine. Le latin Africa procède du nom des Afri, une population autochtone trouvée par les Phéniciens, implantée dans la colonie tyrienne de Carthage et qui les ont désignés ainsi, la province d'Africa s'étendant au gré des remodelages territoriaux et administratifs du nord tunisien jusqu'à l'ouest algérien, incluant l'ancien royaume de Numidie, et jusqu'au cœur de la Grande Syrte, ligne de démarcation linguistique entre monde latinophone et monde hellénophone. L'iconographie des provinces romaines s'est ensuite emparée de la représentation de l'Afrique, incarnation de la province, coiffée d'une tête d'éléphant. La dénomination de l'Afrique n'est donc en son nord, autour du pourtour méditerranéen, mais son identité continentale se décline en des régions, des langues, des cultures, à l'échelle de tout un vaste monde pluriel, multiple, d'une richesse unique. L'ampleur des espaces, je suis romaniste, vous l'aurez compris, l'ampleur des espaces africains, la profondeur d'une histoire livrée par l'archéologie, par des traditions orales, par des documents écrits, font que les historiens de diverses périodes se mobilisent à Paris 1 pour écrire donc une histoire plurielle, le mot sera répété, dans les secteurs géographiques, dans les thématiques, dans les périodes. Et il faut évidemment désenclaver toutes ces thématiques et toutes ces histoires pour les convoquer et briser, dirais-je, certaines barrières de spécialisation un peu trop étroites. À ce titre, en tant que romaniste, j'aurais presque aimé qu'on arrête d'enregistrer pour cette minute de torsion du nez. Comme je le disais à Pierre Boilet, en histoire ancienne aussi, on fait de l'histoire de l'Afrique. Mon prédécesseur, Michel Christol, a beaucoup dirigé de thèses de collègues tunisiens. Sa bibliographie sur l'Afrique
l'Afrique. Il a même publié un livre Aspect de l'Afrique romaine. Pour ma part, j'avais un jour sorti le gourdin vis-à-vis de l'ami Wolfgang Kaiser qui avait organisé une journée de la Libye qui étrangement commençait au XVIe siècle, et je lui avais fait remarquer que j'étais peut-être le seul du département d'histoire et peut-être même le seul de Paris 1 à avoir vécu en Libye. Et que j'avais passé une bonne partie de ma vie à travailler sur la Libye romaine. Donc nous ne comptons plus les thèses, etc. Pierre a dit c'est de l'histoire romaine, mais c'est comme si, quand Pierre Vermeyren parlera tout à l'heure, on disait mais non, c'est pas de l'histoire de l'Afrique, c'est de l'histoire contemporaine. Non, l'histoire romaine, c'est aussi l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Égypte est évidemment une histoire africaine, et les Romains ont partie liée avec des populations nord-sahariennes, sahariennes, etc. Il n'est que d'évoquer les Garamantes et d'autres, les Blémies, etc. Donc il y a une véritable histoire, sans parler de la mer Rouge, où là aussi, les Romains, quand même, avaient une tête de pont dans l'archipel Pharazane et contrôlaient toute la mer Rouge, hein, donc à partir d'Antonalpieu. Vous voyez, il y a des pistes en amont, en aval, de tous les côtés. Le propos de la journée donc s'articule en 4 sections qui étudient tour à tour les structures institutionnelles de l'histoire de l'Afrique, les enjeux de l'enseignement pour une spécialité internationale, les objets et thématiques de la recherche en histoire de l'Afrique, l'approche des sources, la constitution de corpus, la gestion de fonds d'archives. La trame très serrée de ces véritables chapitres sur une histoire institutionnelle et intellectuelle, les deux sont indissociables, qui va s'écrire donc aujourd'hui devant nous, excite la curiosité d'un public par avance captif. Nous remercions les oratrices et orateurs de cette journée africaine, dont on ne peut douter qu'elle sera de haut niveau. Certes, nous honorons l'Afrique aujourd'hui, mais c'est s'acquitter d'une dette, puisque cela fait 50 ans que l'Afrique, à Paris 1, nous honore de sa présence et de sa confiance. Je vous remercie. Chers collègues, chers étudiants, chers amis, en tant que directeur du FR de l'école d'histoire de la Sorbonne et en tant que responsable du livre qui va paraître sur le jubilé pour raconter l'histoire de notre UFR, je me félicite vraiment de cette journée d'études, hein, qui a toute sa place dans les manifestations qui ont lieu dans le cadre de l'UFR pour le jubilé. En fait, c'est la seconde manifestation importante. La première a été consacrée à l'Orient mésopotamien. C'était Brigitte Lyon et Philippe Lancier, en harmonie avec les collègues archéologues, Pascal Buterlin, qui l'avait organisé. C'était une journée importante, déterminante, et qui apportera une contribution écrite, hein, tout à fait considérable au futur ouvrage. Et j'espère bien entendu que cette journée sera l'occasion d'en faire une synthèse, hein, qui pourrait être inclue dans ce livre. Nous avons lundi prochain l'Assemblée générale de l'école d'histoire de la Sorbonne, et nous allons parler du jubilé. Je sais que Christophe Charles, qui m'écoute attentivement, s'en félicite. Donc nous avançons dans la célébration en présentiel du jubilé, mais également dans les écrits qui vont rester. Et donc c'est tout à fait positif. Alors je voudrais évidemment saluer, hein, et Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président l'ont dit, la place tout à fait éminente, remarquable, hein, que joue l'Afrique depuis la fondation de l'université en 1971, et même avant, parce que tout a commencé dans les années 1960. Et aujourd'hui, Paris 1, Panthéon-Sorbonne est vraiment, je vais employer une image égyptienne et donc africaine, est le phare, hein, des études africaines en France, et en grande partie aussi en Europe, bien entendu. Et le lien avec Una Europa va nous permettre de réunir et de vivifier, hein, tout cela. Donc vraiment, c'est avec quelques universités, on va en parler aujourd'hui, donc vraiment le Bordeaux, ex-Marseille, pour des raisons historiques qu'on comprend bien, vraiment Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et en Île-de-France et au niveau national, le centre d'études où il y a
le plus grand nombre de masterants, le plus grand nombre de doctorants, le réseau international le plus dense, le plus construit, le plus solide. Et vraiment, il faut remercier évidemment tous les collègues qui sont à la tâche, donc Pierre Boilet, Anne Hugon, Bertrand Hirsch, Pierre Vermeuren. Je ne veux pas citer tout le monde parce que c'est très dangereux de commencer à citer des collègues. Mais évidemment, il faut rendre hommage ici, et ce sera fait, à Yves Persson, qui a été le fondateur de ces études africaines, à ce qui n'était pas encore parisien. Mais je voudrais avoir une pensée toute particulière pour une disparue, notre regrettée collègue Hélène d'Almeida Topor, que j'ai connu. À l'époque, j'étais maître de conférence dans cette maison et qui enseignait de 1994 à 2003. C'était une spécialiste de l'histoire du Dahomey. Elle nous a quittés en août 2020. Et elle a écrit un ouvrage pour lequel j'ai un intérêt tout à fait particulier. Alors François, tout à l'heure, avait sa casquette de romaniste. Alors moi, j'ai ma casquette d'helléniste aussi. Donc cet ouvrage, c'est les Amazones, une armée de femmes dans l'Afrique précoloniale, publié en 1984. Donc un ouvrage important qui fait le pont donc avec l'Antiquité grecque et notre passé gréco-romain. Alors les études africaines à l'UFR d'histoire, c'est évidemment très important, et je souligne vraiment le fait que toutes les périodes de l'histoire sont convoquées pour les études concernant l'Afrique. Alors bien entendu, pour ce qui est des licences, du L1 au L3, l'Afrique est présente. Donc on essaie bien entendu, en particulier au niveau des aires culturelles, très tôt, donc de sensibiliser les étudiants à ce continent, et le succès est considérable. Donc nous avons beaucoup d'étudiants. Évidemment, en L3, les études africaines sont présentes en tant que telles. Alors au niveau du master, donc là on va vers la recherche. Donc il y a 2 centres importants. Le CIAMO, Coopération internationale Afrique et Moyen-Orient, créé en 2014. Il s'agit d'un master professionnalisant de très haut niveau, dont la réputation internationale est croissante. Et il faut vraiment remercier les collègues qui le pilotent. Et quand je cite les collègues, bien entendu, je pense aussi au personnel administratif, en particulier à Anne Fazio, qui joue un rôle absolument central dans le fonctionnement quotidien de ce master de très haut niveau. Alors pour le master recherche, c'est histoire de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient. Bon, alors c'est un master classique avec un M1 et un M2, donc qui attire un nombre considérable d'étudiants. Donc 2 parcours fléchés, spécifiques dans leur intitulé, mais il ne faut pas oublier aussi l'histoire de la Méditerranée médiévale, donc avec Bertrand Hirsch, donc qui est également un fleuron de nos parcours recherche, la période moderne, et évidemment les relations internationales. Et j'ajouterais bien entendu aussi l'Antiquité, donc l'Antiquité qui est représentée à la tribune grâce à François et à moi. Bien entendu, l'Antiquité grecque et romaine fait vraiment pleinement partie des recherches africaines en France. Et le laboratoire Anima, auquel nous appartenons tous les deux, vraiment compte un domaine africain très important, le fonds Poinceau, dont il faut rappeler la grande importance pour Anima. Et puis on a également toutes les recherches sur l'Égypte, avec évidemment les contacts interculturels, les échanges interculturels. Donc dès les recherches sur l'Antiquité, quand on étudie l'Égypte de Cléopâtre, chère à mon cœur, bien entendu, on réfléchit déjà aux échanges entre l'Afrique, l'Europe, et à l'intérieur de l'Afrique, les échanges. Bon, l'exposition sur les pharaons africains actuellement à Paris montre bien tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Donc vraiment, toutes les périodes sont présentes. La période contemporaine, évidemment, à laquelle on pense spontanément. La période médiévale, avec l'IHMC, donc qui joue également, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, qui joue également un rôle tout à fait important. Et puis le laboratoire CIRIS, Sorbonne, Identité, Relations internationales et Session de l'Europe. Donc l'Afrique, en fait, est partout.
et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, ça nous montre le côté transpériode de nos études et évidemment l'interdisciplinarité, puisqu'il faut évidemment s'ouvrir vers les autres disciplines, hein, le droit, la sociologie, les sciences politiques. Donc, les études africaines ont vraiment toute leur place à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc la première université de sciences humaines de France et d'Europe. Et donc je salue vraiment les organisateurs. J'espère que nous allons passer ensemble une très belle journée, une journée profonde, tout à fait mémorable. Et je me réjouis déjà de la très grande présence d'étudiants, parce qu'il faut transmettre le flambeau, et c'est ça qui fait plaisir, bien entendu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai à la fois l'honneur et le plaisir de présider cette première table ronde, cette première présentation. Et je présiderai également la seconde. Je suis désolée, mais vous n'avez pas fini de me voir à cette table. Et dans la seconde table ronde, je ferai également une présentation moi-même. Donc, cette première table ronde est intitulée « Création et structures institutionnelles de l'histoire de l'Afrique à Paris 1 ». Et donc, nous avons demandé à 3 de nos collègues, dont un in absentia, de bien vouloir revenir sur l'histoire de l'Afrique à l'Université Paris 1. Et donc, je passe d'abord la parole à mon collègue Bertrand Hirsch, professeur d'histoire de l'Afrique médiévale à Paris 1, et avec qui nous collaborons souvent. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Bertrand, à toi. Merci Anne. Bonjour chers collègues, bonjour chers amis. Je souhaite d'emblée préciser que pour cet exercice, je me place du côté de la mémoire plutôt que de l'histoire. Certes, il y a une histoire qui est en train de se faire, qu'il faudrait poursuivre, l'histoire de l'enseignement, des recherches sur l'Afrique à Paris 1, et au-delà même dans d'autres universités. On a beaucoup d'archives sur ce thème. Et peut-être d'ailleurs cette histoire est en train de s'écrire aujourd'hui à l'occasion de ce jubilé. Mais il m'a semblé plus intéressant, au moins pour moi, d'être aujourd'hui un témoin, de me situer donc plutôt dans les souvenirs, dans la subjectivité, avec tous les risques d'erreur et de distorsion qu'elle comporte, dans une temporalité qui n'est plus vraiment chronologique, et sans céder, j'espère, à une quelconque forme de nostalgie. Témoin parce que je suis, je pense, le seul, ou un des rares, ou le seul, je ne sais pas, du moins à cette tribune et parmi les collègues qui enseignent aujourd'hui l'histoire de l'Afrique à Paris 1, à avoir fait mes études avec les premiers enseignants de ce domaine dans notre université, et donc à avoir connu la forme embryonnaire d'organisation de ce champ de recherche. D'abord à la Sorbonne, où existait une petite bibliothèque d'études africaines. J'étais alors en licence. Puis rue Malher, l'année suivante, en maîtrise, où les enseignements et les recherches ont déménagé dans un espace spécifique. Ce deuxième étage de la rue Malher, qui à l'époque nous semblait très vaste, qui sur la fin nous a semblé bien exigu, regroupait un secrétariat, 3 bureaux pour les enseignants, la bibliothèque, qui a ensuite aussi colonisé les salles en sous-sol, une salle pour les séminaires. Ça a été très important. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Afrique avait trouvé un espace commun que nous fréquentions avec assiduité et que nous considérions presque comme notre maison. Nous l'appelons encore par son acronyme CRA, Centre de recherche africaine. Si les lieux sont essentiels, que dire alors des figures, des visages de celles et ceux qui incarnaient pour nous, étudiantes et étudiants, l'enseignement et la recherche en histoire de l'Afrique? Les 2 figures dominantes du Centre de recherche africaine étaient évidemment les 2 professeurs titulaires, je veux dire Jean de Vis pour la période médiévale, Yves Persson pour la période contemporaine. Ils avaient succédé aux premiers enseignants de la Sorbonne, nommés au début des années 60, Raymond Mony pour l'histoire médiévale et Hubert Deschamps pour l'histoire contemporaine. Jean de Vis et Yves Persson étaient 2 fortes personnalités, pas toujours faciles, il est vrai, qui présentaient, au-delà de cela, des points communs évidents. Une passion pour l'histoire de l'Afrique, évidemment.
un enseignement de haute volée, un anticolonialisme viscéral et des recherches reconnues internationalement. Tous les deux faisaient des recherches et enseignaient principalement sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, même si Yves Persson avait une immense curiosité pour tout ce qui se publiait concernant les sociétés africaines du continent, comme le montre d'ailleurs sa bibliothèque, sa propre bibliothèque, qu'il a cédée au CRA. Et les discussions que j'ai pu avoir avec lui à propos de l'histoire de l'Éthiopie, qu'il connaissait bien en détail. Jean de Vis, de son côté, ne goûtait guère à l'histoire de l'Éthiopie en raison de la présence du christianisme qui la rapprochait trop, peut-être, à ses yeux, de l'histoire occidentale. Il avait d'ailleurs à plusieurs reprises essayé de me convaincre de ne pas m'engager sur ce terrain d'étude. La différence majeure entre les deux, entre Yves Persson et Jean de Vis, c'était peut-être celle de leur parcours. Jean de Vis, 1923-1996, était au départ un médiéviste tout à fait classique, connu et reconnu en raison de sa monumentale thèse d'État sur Hincmar de Reims, publiée en 1976 sous le titre Hincmar, archevêque de Reims, 806-882. Il avait découvert l'Afrique en 1958, enseigné à l'université de Dakar et décidé de s'engager délibérément dans l'histoire de l'Afrique. C'était par sa formation de médiéviste un maître dans le commentaire des textes, des documents, un pédagogue hors pair, un des plus brillants que j'ai rencontrés. Nous travaillions alors sur le recueil qui venait de paraître de Joseph Kwok, recueil des sources arabes concernant l'Afrique occidentale du 8e au 16e siècle, Bilal Soudan, paru en 1975. Il avait aussi décidé, Jean de Vis, en suivant ce fait les pas de Raymond Mony, de coupler systématiquement analyse des textes et recherche archéologique, comme le montrent ces nombreuses années de recherche sur le site de Tekdaoust en Mauritanie, qui a donné lieu à plusieurs publications, et un des derniers ouvrages qu'il a coordonné sur les vallées du Niger, à la suite à une exposition qui était centrée vraiment sur l'archéologie de cette zone. Paru, c'est un des derniers livres qu'il a fait paraître en 1993. Jean de Vis a formé des générations d'étudiantes et d'étudiants africains sur l'histoire médiévale et moderne de l'Afrique. À cette époque, en effet, et ça vaut la peine d'être souligné, la majorité des étudiantes et des étudiants, en fait, il y avait une surreprésentation masculine, qui participaient au séminaire de Jean de Vis, ou d'ailleurs d'Yves Persson, étaient africains. Et ensuite, on fait des carrières souvent brillantes dans des universités ou des musées d'Afrique. De ce point de vue, Yves Persson, du point de vue de la trajectoire, Yves Persson, 1925-1983, a eu une trajectoire bien différente. Il avait une formation au départ assez solide en langue mandée en particulier, en ethnologie, et ensuite il a une carrière entre 1948 et les indépendances, une carrière comme cadre colonial formé au sein de l'École nationale de la France d'outre-mer. Et il faut savoir que dès le début, il est extrêmement critique envers la colonisation. Et en fait, il va profiter de ces différents postes en Afrique de l'Ouest, d'abord pour avoir une connaissance intime des sociétés africaines, et puis préparer sa thèse d'État sur Samori, thèse là aussi monumentale, et qui à l'époque, qui a été une étape très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appuie sur de très nombreuses recherches de terrain et d'enregistrement de sources orales. Et je renvoie ici aux différents travaux qui sont issus de colloques, un colloque qui s'est tenu à Paris concernant l'œuvre d'Yves Persson. Et lui aussi a formé des générations d'étudiantes et d'étudiants venus d'Afrique. Il serait cependant injuste de limiter le CRA à ces deux grandes figures, sans citer tous ceux et celles qui l'ont fait vivre durant 2 à 3 décennies, des années 70 à 90. Alors, je vais citer, j'espère que je n'oublie personne. D'abord, Claude-Hélène Perrault, qui succéda à Persson en 83. Hélène d'Almeida Topor, dont on a parlé tout à l'heure, qui prit sa suite. Jean Boulegue, qui succéda à Jean de Vis après la mort de ce dernier. Et puis Jean-Frémy Gazzi, Marc Michel, Roger Pasquier, Michel Robert, Bernard Salvin, Jean-Pierre Chrétien. Alors Jean-Pierre Chrétien qui venait du CNRS, associé par Jean de Vis
à ces séminaires et qui fut la cheville ouvrière de la création d'une UMR, donc d'un rattachement entre l'Université Paris 1 et le CNRS. Mais il faut citer aussi Daniel Brézéguello, qui fut d'une certaine manière l'âme du CRA à cette époque, et Liliane Darodian, qui transforma une modeste bibliothèque universitaire en une bibliothèque de référence sur l'histoire de l'Afrique. Et je ne cite pas mes collègues qui ont travaillé, qui travaillent sur l'histoire du Maghreb, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, puisque ils n'étaient pas encore arrivés à cette époque-là. Alors, le CRA, qu'est-ce que c'est? Alors, fondé en 1965. Alors là, j'ai un problème, les sources divergent. J'ai trouvé 1965, j'ai trouvé 62, j'ai trouvé 63, j'ai trouvé 64. Donc il y a une vraie recherche à faire que je n'ai pas eu le temps de faire pour savoir quand est-ce qu'a été fondé véritablement le CRA. Au sein de la Sorbonne, par Raymond Mony, Hubert Deschamps, déjà cité, et Georges Ballandier. Alors, c'est très important de citer Georges Ballandier, parce que Georges Ballandier est une autre très grande figure, essentielle à mon sens, parfois un peu oubliée, essentielle dans la formation d'un pôle de recherche sur l'Afrique en France. Le CRA était donc un centre universitaire qui, à partir de la création de l'Université Paris 1, s'est voulu aussi un point de convergence entre les spécialistes de l'Afrique des universités Paris 1, Paris 3 et Paris 5. Alors, cela se traduisait en fait modestement par une affiche chaque année qui exposait les enseignements sur l'Afrique de ces trois universités et des réunions épisodiques auxquelles j'ai pu parfois participer, où on pouvait croiser par exemple le linguiste des langues de l'Afrique occidentale, Serge Sauvageau, qui était professeur à Paris 3, ou l'anthropologue Louis-Vincent Thomas, grand spécialiste des rituels de la mort en Afrique, qui, lui, était professeur à Paris 5. Ces liens, cela étant, se sont assez rapidement distendus, probablement en raison de la domination du pôle de Paris 1 sur cet ensemble et de l'absence de programmes de recherche en commun. Il faut bien avouer aussi qu'il existait peut-être une forme d'arrogance du CRA, le plus important centre d'enseignement et de recherche sur l'histoire de l'Afrique en France, très renommé également en Afrique à cette époque, en raison de ses directeurs de thèse, qui pour la plupart, et c'est quelque chose qu'il faut souligner, la plupart avaient enseigné dans des universités africaines. C'est le cas de Claude Perrault, j'en ai parlé de Vice et Persson bien sûr, mais aussi de Claude Perrault, d'Almeida Topor, de Jean Boulet, de Jean-Frémy Gazzi, de Marc Michel. Tous étaient passés par des universités africaines. Et donc, ils ont participé activement à l'essor de ces universités après les indépendances, et aussi à l'effervescence intellectuelle née de la nécessité d'écrire depuis l'Afrique, mais avec des collègues africains, une nouvelle histoire des sociétés africaines. La trace peut-être la plus visible aujourd'hui de cet effort, c'est la fameuse série, à mon avis totalement obsolète aujourd'hui, mais enfin ça c'est autre chose, la fameuse série commanditée par l'UNESCO à partir de 1964, d'une histoire générale de l'Afrique, à laquelle participèrent d'ailleurs aussi bien Yves Persson que Jean Devis et d'autres, et beaucoup de spécialistes africains. Je crois que c'est dans ce contexte singulier qu'il faut comprendre cette première histoire du CRA, de cette première formalisation des études sur l'histoire de l'Afrique à Paris 1 dans les années 70-80. On pourrait essayer de dégager quelques éléments, quelques caractéristiques. La première, je dirais, c'était la volonté des fondateurs de transmettre, de former des historiens et des historiennes venus d'Afrique et de dépasser les cadres de pensée issus de la période coloniale. Et en cela, ça a été un indéniable succès, si l'on compte les très nombreuses thèses qui ont été soutenues à l'époque et publiées, pour certaines, en particulier aux éditions Cartala. Deuxièmement, face au dernier feu de ceux qui continuaient alors à ignorer ou à minorer l'historicité de l'Afrique, le désir d'imposer de nouvelles sources d'études. En particulier les sources orales, les sources et traditions orales, voir à ce sujet la série des colloques de la SCOA qui associait, vous savez, traditionnistes, entre guillemets, maîtres de la parole, comme on dit aujourd'hui, griots, comme on disait à l'époque coloniale, et universitaires. Et là aussi, on retrouve Jean Devis et Yves Persson dans ces colloques pour justement essayer de
faire accéder ces traditions orales et ces choses orales à la catégorie de véritables documents pour les historiens. D'une part, mais aussi de développer, ça c'était le rôle de Jean de Vis, de développer les recherches et les chantiers de fouilles de sites archéologiques. Il s'agissait, troisièmement, il ne faut pas l'oublier non plus, d'une histoire militante, au sens où elle cherchait à s'imposer dans un champ académique parfois encore réticent, une histoire qui se voulait, qui se pensait comme une histoire pionnière, avec tout ce que cela comporte aussi d'enthousiasme et de désillusion, et parfois, jugement peut-être un peu dur de ma part, mais qui n'était pas totalement débarrassé d'un certain paternalisme envers les étudiants venus d'Afrique. Il existait enfin une très grande méfiance envers l'anthropologie. Que ce soit l'anthropologie lévi-straussienne ou marxisante, qui était peut-être liée à la résistance de certains ethnologues africanistes envers l'histoire de l'Afrique. Même si, évidemment, cette césure s'est comblée avec le temps, et en particulier Claude-Hélène Perrault a assuré des enseignements d'anthropologie pour historiens. Encore fallait-il être du bon côté de la barrière, et vous me permettrez donc une petite anecdote. Elle faisait donc un cours d'anthropologie et j'avais présenté un jour un exposé sur la société contre l'État de Pierre Clastres. Et puis, réaction indignée de Claude-Hélène Perrault, non pas tant sur le fond d'ailleurs, mais ce que j'ai compris plus tard, parce que à l'époque, Pierre Clastres était ostracisé par une grande partie des anthropologues. Je renvoie par exemple au livre qui s'intitule Le bal des sauvages, où il y avait beaucoup de collègues anthropologues de l'HESS qui ont véritablement assassiné Pierre Clastres. Peut-être aussi parce que Pierre Clastres était lié à la Revue Libre, donc à Castoriadis, Lefort, donc à tout ce groupe antitotalitaire. Je passe. Et du coup, ça m'avait beaucoup choqué, cette réaction, qui était une réaction de rejet total, et j'ai décidé de ne plus aller son cours. Et ce qui n'a pas empêché du tout qu'on ait après les meilleures relations du monde jusqu'à la fin. Et cette petite anecdote, pour terminer, nous rappelle quelque chose que nous savons bien, c'est-à-dire que chaque génération se pose en héritière, mais aussi de celle qui l'a précédée, mais veut aussi s'affirmer en rupture avec elle. De ce point de vue-là, je me sens un héritier de ce que j'ai appris au CRA auprès de ces grands historiens et historiennes. Croisement systématique de l'écrit et des sources archéologiques, ça vient de Vis, bien sûr. Connaissance nécessaire des sociétés africaines actuelles, de leur espace en particulier, voire de leur langue, pour accéder à leur histoire ancienne. Ça, je dirais que c'est un legs personnien, venant d'Yves Persson. Travail de terrain aussi, fondamental, hein, même pour l'histoire médiévale. Travail de terrain collectif, en partenariat avec des collègues africains. Alors je disais, donc ça c'est l'héritage, en rupture, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que ce n'est pas du tout la question, mais en rupture parce que je n'avais aucun lien avec l'Afrique avant d'aborder son histoire, contrairement donc à cette génération qui était passée par l'enseignement en Afrique, et puis parce que je me suis délibérément écarté de l'ancien domaine colonial français pour aller vers d'autres terres, en l'occurrence la Corne de l'Afrique. Donc un double déplacement, mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie. Bien, Jean-Pierre, merci d'être présent dans mon ordinateur. Comme tout bon entretien, on va d'abord te demander de te présenter. Bonjour Pierre, donc comme je suis à Bordeaux, on utilise des ordinateurs. Nous avons été collègues un certain temps, je suis à la retraite depuis 2002-2003 ici à Bordeaux, donc, et nous avons travaillé longtemps ensemble. Et si j'ai bien compris, comme nous célébrons ces temps-ci le 50e anniversaire de l'Université Paris 1, vous m'avez demandé, toi et des collègues, d'évoquer ce dont je peux me rappeler sur les développements de l'histoire africaine sur Paris 1. Donc voilà, je joue
Au vieux sage, comme j'ai souvent interrogé des gens en Afrique sur le passé, je me prête à cet exercice ici d'évocation de mon propre passé et du passé de ses collègues de Paris. Bon, bah merci. Donc, peut-être qu'on peut commencer par ton retour d'Afrique et en 68 et comment tu arrives donc autour de Paris, hein. Oui, écoute, comme un certain nombre de collègues, moi j'ai rencontré l'Afrique à l'occasion du service national. Je l'avais effectué au Burundi, à l'école normale supérieure de Bujumbura, de 65 à 68. Et là-bas, j'ai été gagné par le virus de l'histoire africaine. D'abord localement, parce que c'était une ancienne colonie allemande et que je connaissais l'allemand. Donc je me suis dit, tiens, j'ai potentiellement des sources écrites. Et puis rapidement, j'ai été convaincu aussi par la richesse, la précision, l'intérêt des sources orales. Je ne vais pas développer ça ici. Mais ce qui fait que je me suis lancé dans des recherches sur cette période allemande et que j'ai inscrit un sujet de thèse à ce sujet, sur ce domaine, sur cette question. Donc, quand je suis rentré en France en 1968, 1968, chacun se rappelle ce que ça veut dire, je suis tombé un peu dans un certain chaos. Il a fallu plusieurs mois avant que je sois recruté en fait à l'université de Lille 3. Mais en attendant, j'ai inscrit mon sujet de thèse et j'ai vu qu'il y avait un centre de recherche africaine à Paris. Et à l'époque, pour l'histoire contemporaine, d'époque coloniale, c'était Hubert Deschamps qui était là au CRA. Alors, le CRA, il faut quand même se rappeler ce que c'était à l'époque, hein. Il y avait Hubert Deschamps pour la période contemporaine et Raymond Monny pour les périodes anciennes et l'archéologie. Donc, le centre de recherche africaine, hein. C'était le centre de recherche africaine. Nous parlons du centre de recherche africaine de la Sorbonne. Paris à ce moment-là, n'était pas encore créé, hein, la Sorbonne. Et il associait ces historiens avec des sociologues de la Sorbonne aussi, et des linguistes de la Sorbonne aussi. Puis, à la suite de 1968, il y a eu la loi Edgar Faure de novembre 68, la création de nouvelles universités. Et donc, les programmes du CRA se trouvaient éclatés entre trois universités. L'histoire Paris 1, la sociologie Paris 5, la linguistique Paris 3. Et donc, rapidement, sur le CRA, le Centre de recherche africaine, donc, a amené les trois universités à s'entendre, à conclure une convention pour que le CRA continue à fonctionner de façon non seulement interdisciplinaire, mais interuniversitaire. Donc, voilà le contexte que j'ai trouvé. Donc, quant à moi, en fait, au début, après avoir vu Hubert Deschamps, en fait, j'ai été recruté à Lille 3, où je suis resté de 1969 à 1972 avant d'intégrer le CNRS. Et quand je venais à Paris pour, suivre des séminaires d'histoire africaine, c'était à l'EHESS que j'allais. En fait, mes contacts scientifiques, vivants, se passaient à l'EHESS avec les séminaires d'Henri Brunswick pour la période coloniale. Entre parenthèses, c'est là que j'ai fait la connaissance d'Elikiam Bokolo. Et d'autre part, avec surtout un séminaire qui m'a beaucoup intéressé, dont les responsables étaient Graham Randalls, Nathan Wachtel et Lucette Valency. Et ce séminaire m'a beaucoup intéressé parce que pour Nathan Wachtel, c'était le problème des regards croisés, hein, vision des vaincus, vision des vainqueurs, etc., ce qui était au cœur un peu de mes interrogations sur le Burundi. Et pour Graham Randalls, il m'a beaucoup intéressé. C'est lui qui m'a sensibilisé à la question de l'histoire de la pénétration des plantes américaines en Afrique, où j'ai eu ma révélation. Le paysage que je voyais au Burundi depuis des années était américain, entre guillemets, maïs, patates douces, etc. Donc, ma vie scientifique, elle était à l'EHESS, elle n'était pas au CRA, je dois le dire. Mais par ailleurs, j'ai fait la connaissance aussi à mon retour d'Afrique très rapidement de Jean de Vis. Alors, il faut évoquer rapidement qui est Jean de Vis. C'était un médiéviste, il a fait sa thèse sur l'évêque Hincmar de Reims au 8e, 9e siècle. Ensuite, il avait été à l'université de Dakar, puis à l'université de Lille, et en 68, il était à Vincennes, à Paris 8 Vincennes. Et donc, il a été recruté vers 1977, je crois, pour remplacer Raymond Monny. Mais avant, et donc, je dis quelques mots quand même sur Jean de Vis. Pour moi, c'était quelqu'un qui
que je trouvais très intéressant parce que, comme moi, il s'intéressait beaucoup à la pédagogie, au rapport avec les nouveaux enseignements de l'Afrique indépendante. Et donc, c'est lui aussi, je dois dire, qui m'a mis en selle, il m'a poussé gentiment vers l'une des responsabilités dans la nouvelle émission de Radio France Internationale, Mémoire d'un continent. Donc, à travers ces émissions, j'ai fait la connaissance de quantité d'africanistes français et même étrangers. Et donc, mes années, à la fin des années 60, début des années 70, c'était cela. Hein. Du coup, au fond, mon contact avec le CRA, donc l'équipe, les historiens pariens du CRA, est très lié à l'élection de Jean Devis en 77. Parien. Mais avant cela, il y avait eu aussi le fait qu'en 70, si je ne me trompe pas, Yves Persson, la grande thèse sur les Dioula et sur Samori, avait été élu pour remplacer Hubert Deschamps à Paris 1. Et là aussi, c'était quelque chose, une personne enfin, qui m'attirait beaucoup au CRA, vu l'importance qu'il accordait aux sources orales. Et j'étais très content que ce soit lui plutôt qu'Hubert Deschamps avec lequel j'ai contact. Donc, mes relations avec le CRA sont devenues riches, plus intenses, soit régulières dans les années 70, à travers mes relations avec Yves Persson et Jean Devis. Alors, donc pendant un certain nombre d'années, au fond, à partir de 77, je ne vais pas rentrer dans des détails qui feraient intervenir l'histoire du Burundi contemporain, mais au fond, à partir de 77, pendant, j'allais dire, une quinzaine d'années, mes activités scientifiques se répartissaient entre des missions au Burundi et le séminaire de Jean Devis. Voilà. Donc, j'ai comme cela constaté enfin, le développement d'une activité d'enseignement, de formation d'étudiants au CERA, et avec beaucoup d'étudiants africains. La prochaine étape, c'est 81 alors. Ben, oui, alors, bon, donc, en disant, donc, avec Yves Persson, je ne sais pas, je me rappelle qui est Yves Persson, hein, un grand militant des identités africaines et des sources orales, et Jean Devis, comment dire, le combat pour l'histoire ancienne de l'Afrique, le CRA était devenu militant, quoi. Donc, en 81, et là encore, il y a un rapport avec le contexte politique, en 1981, nous nous sommes dit, moi-même, j'étais à la commission du 33 du CNRS à ce moment-là. Nous nous sommes dit, il faut absolument que l'histoire d'Afrique soit présente au CNRS par une association avec le CNRS. Car au CNRS à l'époque, l'histoire d'Afrique était présente en géographie, en linguistique, en sociologie, en anthropologie, mais pas en histoire. Ce qui faisait office d'histoire, c'était à travers ce que des personnalités brillantes comme Georges Palandier, par exemple, développaient. Mais le métier d'historien, il a sa spécificité dans ses problématiques et dans son traitement des sources. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument demander la création d'un laboratoire d'Afrique au CNRS. Au même moment, à Paris 7, Catherine Kokry-Vidrovitch, qui, elle, était une ancienne étudiante de Henri Breivik, qui était dans cette nouvelle université de Paris 7, a eu le même projet. Donc, il y avait deux projets. L'un, le nôtre, c'était l'histoire d'Afrique dans la longue durée. Et l'autre, c'était le laboratoire Connaissance du tiers-monde de Paris 7, donc c'était autour d'une histoire, je dirais plutôt contemporaine du tiers-monde, c'est-à-dire non seulement l'Afrique, mais aussi les pays d'Extrême-Orient et l'Amérique latine. Donc les deux projets sont arrivés dans la commission 33 du CNRS. Alors, les deux projets étaient de valeur scientifique équivalente, mais les autorités du CNRS, au fond, ont dit on ne va pas créer deux labos. Il y a même quelqu'un qui a dit en commission, en fait, ses collègues sont bien gentils, ils peuvent traverser la Seine et se retrouver puisqu'à l'époque, déjà, le CRA n'était plus à la Sorbonne, mais était rue Malher. Hein. Alors, donc, on a décidé la création d'un laboratoire commun, l'URA 363, qui s'appelait Tiers-Monde, Afrique. Donc, en fait, ce projet, donc, portait
sur l'histoire d'Afrique, partiellement pour Paris 7 et pour nous exclusivement. Pour Paris 7, c'était plutôt le contemporain, etc. Donc, on peut dire que ce mariage était un peu bancal dans la superposition imparfaite des champs de recherche, mais sur le plan scientifique, d'abord, nous nous connaissions, tous les collègues de part et d'autre, et sur le plan scientifique, il n'y avait pas de querelle d'école. Simplement, le projet a fonctionné quand même un certain nombre d'années, hein, jusqu'en 1994, mais il a toujours été difficile à gérer sur le plan administratif et financier. Il était entendu qu'un tiers du budget allait à Paris 1, les 2 tiers à Paris 7, le secrétariat était à Paris 7, avec les complications pour les ordres de mission, les bons de commande, etc. Ça fait aussi le quotidien ça, de la recherche. Hein. Donc, il y a eu, disons, des questions de gestion. Et alors, revenons à Paris 1. Aux yeux des autorités de Paris 1, ce labo était un peu spécial. Ce labo d'histoire africaine, puisqu'il travaillait avec Paris 7, mais dans le cadre du CRA, qui n'avait pas disparu, qui était toujours là, qui était aussi interuniversitaire. Au yeux de la présidence de Paris 1, je pense qu'à certains moments, c'est apparu un peu comme une usine à gaz, puisqu'il y avait les historiens de Paris 1 d'histoire de l'Afrique qui étaient à Paris 7 du point de vue CNRS et à Paris 3 et Paris 5 du point de vue des études africaines. Donc, c'est apparu comme un peu compliqué. Alors, avant d'arriver à 94, qui a été, je termine là sur le fonctionnement quoi, de ce labo pour l'équipe de Paris 1, c'était Jean Devis qui en était le responsable, jusqu'en 1986. Là, il a pris sa retraite et c'est moi qui l'ai remplacé à ce moment-là. J'étais devenu directeur de recherche et donc je l'ai remplacé. Lui-même, à Paris 1, il était remplacé par Jean Bouleg. Tout à l'heure, j'évoquais la personnalité d'Yves Persson pour les sources orales. On pourrait dire que Jean Bouleg était un peu son répondant pour les sources écrites. Hein. C'était un remarquable critique des documents écrits. Quant à Yves Persson, il est malheureusement décédé en 82. Il a été remplacé par Claude-Hélène Perrault, ce qui a, je dirais, renforcé l'idée que les sources orales étaient un pôle important de nos recherches sur l'Afrique à Paris 1. Et en 1994, elle a été remplacée par Hélène d'Almeida Topor. Ajoutons quand même un point, c'était jusqu'alors l'Afrique noire. Le Maghreb a fait son entrée, si on peut dire, dans notre équipe de Paris 1 avec Daniel Rivet en 1993. Donc, il y a une équipe d'histoire là à Paris 1 qui donc a des bases scientifiques très solides, qui collabore dans différentes directions. Mais donc en 1994, j'ai un petit peu oublié le détail administratif des choses, mais nous avons été mis en restructuration. D'accord. Et voilà, donc nouvelle période. Alors, cette restructuration, en fonction de, je crois, des positions de l'Université Paris 1, peut-être aussi d'une fatigue de notre part, d'une gestion administrative compliquée, nous a amené, j'y ai joué un rôle évidemment, puisque je dirigeais l'équipe de Paris 1, d'histoire africaine, à chercher une solution sur Paris 1. Donc, on était en restructuration sous le sigle d'une UPRESA, unité propre de recherche associée, je lis, hein, parce que ces sigles, c'est aussi compliqué que la liste des ethnies du bassin du Congo. Alors, donc pendant 4 ans, nous avons essayé de voir comment faire. Ça a débouché sur la création en 1998 d'une UMR, unité mixte de recherche, le MALD. Donc le MALD 98, mutation africaine dans la longue durée. Donc en mettant en valeur le changement. Évidemment, c'est un intitulé un peu bizarre, MALD, les gens se demandaient si ça avait un rapport avec le Malte ou avec... Enfin, bon. Alors, en fait, sur Paris 1, nous n'avons pas réussi à gagner le ralliement des géographes, qui jouaient un rôle important, ni même des archéologues. Il y avait Jean Paulet, qui avait beaucoup travaillé avec Jean Devis, non. Il continuait à avoir ses propres logiques par ailleurs. Nous avons en fait eu l'adhésion de 2 petites équipes, le LAJP, laboratoire d'anthropologie juridique et politique d'Étienne Leroy, et le CEJPMA, on continue les cycles, Centre d'études juridiques et politiques des mondes africains de Gérard Connac.
Bien, évidemment, dans cet ensemble parisien, le poids lourd, c'était nous, c'était les historiens. Mais enfin, il y avait des ouvertures disciplinaires. Mais rapidement, je dois dire, alors que nous venions de nous séparer de Paris 7, on a ouvert d'autres ouvertures, cette fois-ci vers Aix-en-Provence. C'est-à-dire qu'en 1994, déjà, avec Jean-Louis Triot, on a lancé un GDR, un groupe de recherche, c'est-à-dire c'est un labo, c'est pas un labo, c'est une équipe, c'est un projet ponctuel, quoi, sur le thème de la mémoire, histoire d'Afrique, mémoire, identité, qui a débouché sur un colloque en 96. Mais c'était aussi une ouverture sur une association avec l'Institut des études africaines d'Aix-en-Provence dans les pas oublier que Aix-en-Provence abritait depuis un certain temps les archives d'outre-mer, qui allaient se développer. Donc, vous voyez, une fois qu'on se retrouvait à Paris 1, bon, d'abord, les liens ont continué avec Paris 7 dans des colloques, etc., hein, ou des directions communes de thèse, etc. Mais on a aussi ouvert cette passerelle vers Aix-en-Provence. Alors, voilà, donc il y a une histoire scientifique de l'histoire, une historiographie de l'Afrique qui concerne tous ces gens, quelles que soient leurs institutions. Ouais. Nous nous rencontrons sans arrêt ou nous collaborons, mais il y a aussi le poids, le jeu, enfin aussi les opportunités d'appui matériel et en locaux et tout ça, des institutions. Et donc, en fait, ce qui a été très important quand même, c'est le rattachement au CNRS à partir de 81. Ça, c'est un tournant décisif. Après, on a géré, tant bien que mal, cette relation en tenant compte aussi des positions des universités elles-mêmes qui cherchaient des solutions simples, quoi. Et nous avons toujours un peu été dans le compliqué parce que le MALD s'est mis à travailler un peu avec Aix-en-Provence, etc. Bon, mais parce que scientifiquement, c'était intéressant. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps, mais toi encore plus après, je crois, ça prenait beaucoup de temps, tous ces travaux de rencontres de collègues, d'élaboration de programmes, de rencontres des autorités académiques du CNRS, etc. Donc, ce lancement de l'histoire de l'Afrique, ce développement de l'histoire de l'Afrique, en fait, on pourrait aussi en parler d'une autre façon, en parlant du nombre de thèses, en parlant des étudiants africains qui sont devenus nos collègues, en parlant des publications, en parlant des colloques. Ça, on pourrait donner des bibliographies, je ne vais pas donner ici, mais c'est ça qui était l'essentiel, en fait. Mais il fallait aussi gérer ces cadres, ces structures. Voilà. Donc, Et je garde un bon souvenir des résultats, mais un souvenir un peu difficile de moments où le temps était gaspillé selon moi, quoi, voilà. Oui, après mon départ à la retraite 2002-2003, c'est une autre histoire, c'est toi qui es concerné. Non, je voulais rapidement quand même dire que nous nous étions manifestement attachés à un fil directeur à plusieurs visages concernant l'histoire d'Afrique depuis le début. L'affirmation de l'historicité du continent face à une vision ethnographique, un retour à la banalité des situations historiques en Afrique en réaction contre tout exotisme, un effort pour mettre en avant les initiatives africaines, quelle que soit la période concernée, et pas voir l'Afrique en termes de village fermé sur eux-mêmes, et concrètement, je terminerai là-dessus, sur l'élargissement du champ des recherches historiques. Le fait que non seulement le fonctionnement des pouvoirs politiques, mais aussi les croyances et pratiques religieuses, l'ethnicité, les pratiques agricoles, les usages alimentaires sont devenus des pôles importants, un peu comme ailleurs dans le monde, mais l'Afrique, donc, a été aussi porteuse pour nous de ces interrogations. Je rappelle quand même, parce que le Burundi m'est resté cher, que l'histoire rurale a été au cœur d'une coopération scientifique avec l'Université du Burundi de 1981 à 2005. Et voilà, j'ai résumé mes souvenirs. Je pourrais développer davantage et mettre des notes en bas de page, mais j'espère avoir répondu pour l'essentiel à vos questions sur la trajectoire de ces activités d'histoire africaine à Paris.
Merci à vous. Merci à Pierre Boilet d'avoir joué le rôle d'intervieweur, de mailloticien, pourrait-on dire, pour récolter cette part des souvenirs de Jean-Pierre Chrétien. Je pense que nous serons plusieurs à lui écrire pour lui dire que nous l'avons entendu et que c'était un moment important. En tout cas, je le ferai pour ma part. Je passe désormais la parole à Pierre Boilet, mon autre collègue avec qui je collabore beaucoup, donc professeur d'histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université Paris 1. Merci. Bien, merci Anne. Donc je vais me situer effectivement dans la droite ligne de Jean-Pierre Chrétien, puisque il est arrivé jusqu'à son départ à la retraite, qui a été, je ne l'ai pas remplacé du tout, puisque j'ai été élu sur le poste d'Hélène d'Almeida Topor. Mais il s'est trouvé que quand je suis arrivé en 2001 à Paris 1, il était sur le départ à la retraite, et donc il a abandonné au moment où j'arrivais donc la direction du MALD. Et c'était pas prévu a priori, mais il s'est trouvé que donc un certain nombre de pressions m'ont amené à être directement, en arrivant, directeur du MALD, ce qui m'impressionnait un tout petit peu parce que j'avais été à Paris 7 directeur adjoint, mais j'avais jamais vraiment dirigé un laboratoire, qui était d'autant plus compliqué puisqu'il était composé de 3 équipes qui n'avaient pas encore vraiment fusionné leur identité et qui chacun parlait de leur laboratoire propre. Bon, donc voilà, on se retrouve au début des années 2000 maintenant, et je vais évoquer avec vous donc ce côté institutionnel donc de ces 20 dernières années, en sachant que pour la façon dont conclut Jean-Pierre, on en parlera peut-être plus tôt dans les séances de l'après-midi, donc l'évolution des thèmes de recherche, etc., etc. Donc on se retrouve avec ce MALD, donc composé de 3 anciennes équipes, comme vous l'a précisé Jean-Pierre Chrétien, 3 anciennes équipes qui travaillaient parfaitement ensemble, mais avaient un peu de mal quand même à se penser unité réelle, et avait un peu de mal, donc institutionnellement en tout cas, à ne pas, par exemple, fêter des anniversaires de petites équipes, etc. Bon. Et il se trouve qu'en ce moment, à ce moment-là, donc il y avait une réflexion qui portait sur l'histoire de l'Afrique. Il y avait eu des rapports qui avaient été faits par Jean-Pierre Chrétien entre autres, mais aussi par notre collègue de Bordeaux dont j'ai présentement oublié le nom. C'est pas grave. Enfin, il y avait plusieurs rapports qui disaient que l'histoire de l'Afrique était en train d'éclater, en train de se fractionner en petites chapelles, plus ou moins concurrentes, plus ou moins d'accord pour travailler ensemble. Mais enfin voilà, et ça créait donc une forme d'invisibilité finalement de ces études africaines. Il se trouve qu'en même temps, parallèlement, le CNRS était très intéressé à l'idée de créer des unités plus importantes, plus visibles, et puis peut-être aussi pouvait faire des économies en personnel. Donc tout ça rentrait bien en compte. Donc il y a eu 2 volontés là qui se sont mis en place, et Jean-Pierre aussi a évoqué donc les liens qu'on avait déjà avec Aix. Donc on a commencé à parler ensemble et on s'est dit qu'on pouvait rebondir justement sur cette volonté du CNRS pour recréer quelque chose de plus important. Donc il y a eu une discussion importante avec l'Institut d'études africaines de Jean-Louis Triot à Aix. Et puis est arrivé, je me souviens plus très bien comment, mais je pense que c'est un simple coup de téléphone dans l'affaire, je ne sais même pas comment ils en avaient entendu parler, un petit laboratoire d'anthropologie qui s'appelait Système de pensée en Afrique noire, qui avait eu son heure de gloire, mais qui était vraiment petit, puisque donc je crois qu'ils étaient 12, et qu'il y avait un petit problème puisqu'il y en avait 6 contre 6 et que ça s'entendait pas très bien, et le CNRS était en train d'essayer de les dissoudre, et ils nous ont dit on voudrait arriver à continuer, donc est-ce qu'on peut rentrer aussi dans la fusion. Alors tout ça a créé, bien sûr, comme le disait Jean-Pierre, beaucoup de discussions, beaucoup de réunions, beaucoup de prises de parole, d'emportements, etc. Parce que les identités, c'est toujours très compliqué. Donc il a fallu 2
2 bonnes années pour préparer cette fusion, mais ça s'est créé donc et au 1er janvier 2006 donc a vu le jour, création par le CNRS d'une UMR, d'une nouvelle UMR qui était donc le CEMAF, le Centre d'études des mondes africains, qui regroupait donc l'ancien MALD, composé d'historiens, d'anthropologues et de politistes, avec donc l'Institut d'études africaines d'Aix-en-Provence, le SPAN qui était installé à Ivry, et puis un petit centre d'études musulmanes aussi à l'EHESS. Ce qui nous donnait déjà, on va voir tout de suite que la complexité règne en termes d'institutions, 4 tutelles. La plus importante, les 2 plus importantes étaient le CNRS et Paris 1. Mais nous avions aussi, du coup, comme tutelle, l'Université d'Aix-Marseille et aussi l'Institut pratique des hautes études, ce qui faisait de nous déjà un laboratoire un peu compliqué à gérer. Comme j'avais été un peu au centre du Maelstrom, j'en suis devenu le directeur. Et il a fallu prendre langue avec tout le monde et puis faire travailler tout le monde ensemble. Donc là, on était vraiment un laboratoire devenu très pluridisciplinaire, puisqu'il y avait donc des historiens, des politistes, des anthropologues, et petit à petit est arrivé une, et puis donc géographe. Voilà, donc on avait vraiment une pluridisciplinarité et une interuniversalité aussi, si je peux m'exprimer ainsi, puisque nous étions sur 4 institutions différentes. Il se trouve que donc ça a marché parce que finalement ce CEMAF a dépassé les anciennes identités du MALD, et que rapidement tout s'est mélangé, que les gens se sont réclamés du CEMAF. Alors je crois qu'il y a eu aussi des choses qui ont joué, c'est qu'on a, pour forcer un petit peu l'identité commune, on a créé deux fois des séjours dans une île du golfe du Morbihan à Berdère, qui était un centre du CNRS, où on a beaucoup travaillé, mais on a aussi beaucoup dansé, beaucoup mangé d'huîtres, et je pense que ça a beaucoup aidé à la convivialité commune et à l'identité commune. Mais voilà, donc à partir de 2006, le CEMAF a continué jusqu'à ce que, en 2012, je reçoive donc un coup de fil de Veil, qui était à l'époque directeur de l'EHESS, qui avait en son sein donc un centre très prestigieux, puisque fondé aussi presque dès le départ dans les années 60 de cet essor des études africaines en France, le Centre des études africaines, où, hélas, la démographie et le nombre étaient un petit peu en perte de vitesse. Et donc, Veil m'appelle et me dit, bon, écoute, on va dissoudre ce centre, à moins que tu l'absorbes. Or, il y avait bien sûr à l'époque l'idée que j'avais vécue avec le MAL, etc., qu'on n'absorbe pas des gens, on fait fusion avec eux, parce que sinon il y a quelque chose qui ne marche pas, et disons que les gens se sentent finalement happés par plus fort qu'eux, donc ça ne marchait pas. Donc on a relancé des discussions qui, encore une fois, je continue à penser que Jean-Pierre a bien raison, justement, sans jeu de mots. Donc que ça prend beaucoup de temps, voilà, que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut parler avec les uns, avec les autres, il faut respecter donc les différentes identités, et il se trouve que ce centre d'études africaines de l'HESS était composé d'une nouvelle tutelle en plus. Il y avait des chercheurs de l'IRD, ex-Orstom, et que ça posait des problèmes qui peuvent paraître un peu matérialistes, mais néanmoins, les chercheurs de l'IRD avaient une dotation personnelle de recherche, ce qui, évidemment, ne collait pas avec tout ce qu'on avait essayé de monter en termes de budget global et de chaque équipe, pour que chacun se sente un peu autonome, mais surtout se sente pris à l'intérieur donc du labo général. Et là, à ma grande surprise, après un certain nombre de réunions, les chercheurs de l'IRD ont dit unilatéralement, nous, on renonce à notre dotation individuelle et on rentre dans le pot commun. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Et donc, a débuté cette préparation donc d'une nouvelle fusion, qui était vraiment une fusion.
Et donc, en janvier 2014, l'IMAF actuel, donc l'Institut des mondes africains, a été créé par donc le CNRS en tant qu'UMR, mais avec l'accord des autres tutelles, c'est-à-dire en même temps des 6 autres tutelles, enfin des 5 autres tutelles, hein, puisqu'il y avait donc, il y a maintenant, l'IMAF est placé sous l'autorité de 6 tutelles, donc le CNRS bien sûr, puisque c'est l'UMR 8171, mais c'est aussi un autre UMR parce que l'URD n'a pas voulu prendre le numéro du CNRS, et donc nous nous appelons aussi UMR 243 pour l'IRD. Bon. Et puis donc le HESS donc est devenu une tutelle, le PHE, mais l'AMU est resté une tutelle, et surtout Paris 1 est resté bien sûr une grosse tutelle, ce qui fait que donc les conversations ont été encore plus intéressantes et intenses, et qu'il faut en tant que directeur de labo arriver à faire en sorte que tout ça passe bien. Mais il se trouve que c'est passé plutôt bien parce que justement l'IMAF est devenu, je pense, et c'est tout à la gloire de Paris 1 aussi, est devenu un des plus gros laboratoires, peut-être le plus gros laboratoire en tout cas d'études africaines en France, et peut-être éventuellement, j'en suis pas sûr, en Europe, mais en France c'est une évidence. Alors, je voulais parler de ça parce que ça fait partie, effectivement, comme l'a rappelé Jean-Pierre, de l'environnement de la recherche. Sans ce type d'institution, il est difficile de travailler. Et là, il se trouve que ce type d'institution a permis, effectivement, donc, le rassemblement d'un certain nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, d'équipes tout à fait transversale, parce qu'on a beaucoup insisté sur la facilité de passage, notamment de Aix à Paris, d'un endroit à l'autre. Et d'une certaine façon, le campus Condorcet a amélioré encore un tout petit peu les choses, puisque les sites, nous étions sur 4 sites différents, hein, donc le boulevard Raspail, Ivry pour le CNRS et le SPAN, et la rue Malher. Tout le monde s'est retrouvé donc à Condorcet, et c'est donc une chose qui a permis aussi donc une meilleure vie de labo, avec toujours une antenne malgré tout donc à Aix-en-Provence. Alors pour Paris 1 et pour l'IMAF, je voudrais parler encore d'une chose importante, et pour les études africaines, c'est parce que l'IMAF et Paris 1 en ont été très largement porteurs. C'est l'idée justement que bon, la création de l'IMAF, du LAM à Bordeaux, etc., avait déjà commencé à rassembler un petit peu et rendu beaucoup plus visibles ces études africaines. Mais, à mon sens, ce n'était pas tout à fait suffisant. Puis on était un certain nombre de gens à le penser. Donc, il y a eu demande auprès du CNRS d'une création de quelque chose qui s'apparente à un réseau de recherche, une forme de GDR, comme l'expliquait Jean-Pierre, mais qui soit plus vaste et qui soit à l'échelle de la France. Le CNRS a été un petit peu étonné au départ. Ils n'avaient pas de structure particulière, et ils ont fini par accorder donc un RTP, un réseau thématique dont on n'a jamais su s'il était pluridisciplinaire ou autre chose, le P étant un peu compliqué. Mais disons que ça nous a permis de commencer à créer donc des rencontres des études africaines en France. Et la première s'est passée en 2006 au siège du CNRS, donc rue Michel-Ange, où pour la première fois tout le monde se rencontrait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces rencontres, puisque Fabrice Melka, qui est notre informaticien à l'IMAF, a enregistré absolument l'ensemble des interventions, et vous pouvez retrouver sur le site du GIS toutes ces interventions de 2006. Mais voilà, 2006, c'était une chose. Ça devait être aussi donc le début de quelque chose de plus sûr, de plus viable, de plus long, et on devait essayer de se positionner en tant qu'association, quelque chose comme ça. Là, on a été un peu vite dépassé par le CNRS, qui a refusé l'association parce que c'est un peu compliqué de gérer des associations de loi 1901, et qui nous a proposé un groupement d'intérêt scientifique, donc études africaines en France,
proposé et promis donc en 2006, mais ensuite oublié parce que, comme vous vous rappelez peut-être, à l'époque, c'était un peu compliqué. On se posait des questions même sur la survie du CNRS en lui-même. Et il y a eu succession d'équipes à la tête donc de l'Institut national des sciences humaines et sociales. Et il a fallu attendre 2010-2013 pour que François-Joseph Rougiou, avec une nouvelle équipe, puisse me recevoir et d'un seul coup se dire mais oui, c'est vraiment formidable de faire ça, il faut faire ce GIS. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et puis on va le faire aussi pour les autres études aréales, c'est-à-dire on va faire un GIS Asie et un GIS MOM, monde musulman et méditerranéen. Et donc comme ça, on va essayer, on va faire un colloque aussi sur les études aréales et on va essayer de promouvoir un petit peu cette vision du monde qui, pour le moment, est un peu rabougrie encore en France. Donc en 2012, ça a été la création du GIS. Et alors là, c'est aussi quelque chose à gérer parce que les laboratoires ne sont pas membres de GIS, mais ce sont les tutelles qui sont membres. Donc il fallait récupérer la signature et l'accord de 29 tutelles différentes qui possédaient en leur sein des laboratoires ou des équipes de recherche travaillant sur l'Afrique. Et je dois dire que là, Paris 1 a été vraiment exceptionnel, je ne vais pas flatter quiconque, mais a été, je pense, la première université à immédiatement signer et à dire tout son soutien donc, à cette affaire. Donc, fin 2013, les choses ont été réglées, signées par tout le monde. Et depuis, donc, on se retrouve régulièrement, tous les 2 ans. Donc, les dernières rencontres ont été un petit peu embêtées par un certain virus. Mais en 2014, à Bordeaux, en 2015, je pourrais revenir un tout petit peu là-dessus, ça a été particulier. En 2016, donc, à Paris, mais organisé par un consortium de laboratoires autour de Paris 7, et en 2018 à Marseille, et là, cette année, donc, ça se passe à Toulouse. En 2015, nous avons aussi placé ce GIS et notre labo, particulièrement de l'IMAF, dans le réseau des études européennes sur l'Afrique, qui s'appelle l'AEGIS, et nous avons pris la responsabilité donc d'organiser les rencontres qui s'appellent les ECAS, donc les rencontres européennes des îles africaines. Et je crois qu'il y a un certain nombre de gens de l'administration de Paris 1 qui se souviennent encore de la pagaille qu'on a pu organiser pendant plusieurs mois, pour quelque chose qui, je crois, était quand même une assez grande réussite et qui a amené donc quelque chose comme 2500 chercheurs sur l'Afrique du monde entier, d'Afrique, d'Europe bien sûr particulièrement, dans nos locaux de la Sorbonne. C'est pas très facile, hein, parce que les locaux de la Sorbonne, c'est pas tout nouveau non plus. Mais donc la grande galerie était un immense salon des éditeurs. On a pu donc faire dans l'ensemble des salles et des amphis, des ateliers plus ou moins importants. Donc voilà, et le grand amphi a été aussi utilisé pour notamment conclure ces rencontres. Donc là, je crois que Paris 1 a tenu dans son rôle effectivement d'université ouverte sur l'Afrique, un rôle particulièrement important et a été remarqué partout en Europe et dans le monde. Voilà, je vais m'arrêter là sur le côté institutionnel. C'est un petit peu ardu, comme vous le remarquez, et il y a beaucoup de sigles, mais c'est aussi assez passionnant, hein, parce que finalement, comme encore une fois, l'a dit Jean-Pierre Chrétien, c'est beaucoup de temps perdu peut-être, mais c'est pas mal aussi de réalité gagnée, de gagner sur la transversalité, gagner sur la possibilité de travailler tous ensemble, gagner sur la visibilité, et puis peut-être promouvoir aussi un intérêt un peu plus important sur l'Afrique, et qui sait, peut-être que telle ou telle université, peut-être Paris 1, pourra un jour créer un poste de plus. Je vous remercie.
Merci beaucoup et merci pour ce bon vœu. Je vous propose une pause de pas plus d'un quart d'heure. Nous ne sommes pas en avance sur le programme, mais nous avons droit à un petit peu de repos avant de passer à la deuxième table ronde. C'est dès maintenant ? D'accord, pardon, excusez-moi, je pensais que les échanges avaient lieu après. Mais donc la salle est conviée à poser des questions, faire des remarques. Voilà, à vous la parole. Oui, donc vous avez beaucoup insisté sur l'importance de l'association avec le CNRS. Nous avons eu le témoignage de Jean-Pierre Chrétien, qui a fait toute sa carrière au CNRS, si je ne m'abuse. Quelle était à peu près la part des chercheurs uniquement CNRS dans les différents laboratoires que vous avez évoqués ? Alors ça, c'est une excellente question parce que, en réalité, quand on fait le compte des historiens, particulièrement dans l'IMAF, mais de façon un peu générale en France, des historiens de l'Afrique dans les universités et dans le CNRS, en fait, la majorité, c'est du CNRS. Et il y a eu un très gros effort qui a été fait à peu près en même temps que cette création du GIS, d'ailleurs, par le CNRS, cette volonté, en fait, d'ouvrir à l'extra-européen. Et bon, j'ai pas les chiffres en tête, donc je veux pas dire de bêtises, mais je dirais qu'il y a un tiers ouais, plus ou moins, je pense, un tiers de chercheurs, anciens chercheurs, pour 2 tiers de chercheurs purs, qui sont répartis, là aussi, hélas, dans pas beaucoup d'endroits, hein, puisque ils sont à l'IMAF d'une part, très peu donc au CESMA de Paris 7, pas mal à Bordeaux, donc dans le laboratoire Les Afriques dans le monde, et un petit peu aussi à Aix. En fait, en gros, c'est les 4 pôles actuels, mais ils représentent facilement, je pense, les 2 tiers des historiens d'Afrique actuellement.